Bienvenue à cette exploration des documents qu'on a reçus sur les cellules photovoltaïques. Bonjour. On en voit un peu partout maintenant, sur les toits, les calculatrices. Elles transforment la lumière en électricité. Mais comment ça marche vraiment, au-delà du principe de base? C'est ça? Les documents nous donnent des pistes, avec des expériences notamment. L'idée, c'est de décortiquer ça ensemble. Exactement. Et pour commencer, il faut voir la cellule comme un capteur. C'est la base. Un capteur, c'est-à-dire? Un capteur, ça transforme une grandeur physique, ici c'est l'éclairement lumineux, l'énergie des photons, quoi, en un signal électrique. Ah oui, Et la cellule photovoltaïque, grâce à son semi-conducteur, elle fait précisément ça. Elle génère un courant continu quand la lumière arrive dessus. d'accord. Et les documents, ils décrivent une expérience assez simple pour voir ça, non? Avec une lampe? Oui, une expérience typique pour tracer ce qu'on appelle la caractéristique tension-intensité. On éclaire la cellule, Mhm. on la branche à une résistance qui varie, un rhéostat, comme mentionné, Oui, ce fameux rhéostat. et on mesure la tension U et l'intensité I pour différentes valeurs de cette résistance. Parfois, on met un petit moteur pour voir l'effet. D'accord. Et qu'est-ce que ça donne, ces mesures? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, et c'est ce que montrent les courbes C1 et C5 des documents. La relation entre U et I, ce n'est pas du tout une droite. Ah non, pas comme une résistance classique avec la loi d'Ohm. Pas du tout. Ça a une forme bien particulière, un peu arrondie, puis ça chute. C'est vraiment la signature de la cellule comme générateur. Un point, un couple tension-courant, où elle donne le maximum de puissance. L'expérience le met en évidence. Je vois. Donc sa tension dépend de la lumière, bien sûr, mais aussi de ce qu'on branche dessus, en fait. C'est ça l'idée des schémas C1, C5. C'est exactement ça. Et c'est une différence majeure avec d'autres composants qui réagissent à la lumière, les photocomposants aussi mentionnés. Comme les photorésistances. Par exemple, une photorésistance, elle change juste sa résistance avec la lumière. Elle ne produit rien. D'accord. Ou une photodiode, qui peut servir d'interrupteur lumineux. La cellule photovoltaïque, elle, c'est un générateur. Elle produit activement de l'électricité. Ok, compris pour la cellule elle-même, mais après, une fois qu'on a ce courant, comment le circuit autour influence ce qu'on obtient? Ça nous ramène aux lois de base des circuits, non? Tout à fait. Les documents les rappellent. Et c'est fondamental, même si ça paraît simple. Un petit rappel rapide. Oui, bonne idée. Alors, en circuit série, les composants sont les uns derrière les autres. Le courant, l'intensité, est la même partout. C'est le même flux d'électrons. Logique. Par contre, les tensions, elles, s'ajoutent. La tension du générateur est égale à la somme des tensions de chaque composant. C'est la loi des mailles. UG égale U1 plus U2. Utile pour augmenter la tension totale. D'accord. Et en dérivation, donc en parallèle? Là, on crée plusieurs chemins pour le courant. Du coup, c'est la tension qui est la même aux bornes de chaque branche. UG égale U1 égale U2. Ah oui. Mais le courant total, lui, il se partage. L'intensité qui sort du générateur est la somme des intensités dans chaque branche. C'est la loi des nœuds. IG égale I1 plus I2. Pratique si on veut plus de courant disponible. Hmm. Mais ce partage de courant, si les branches sont différentes, mettons qu'une cellule soit à l'ombre, ça doit devenir plus compliqué, non? La loi reste vraie, mais I1 et I2, Exactement. ça pointe vers les défis des systèmes réels, comme les grands panneaux solaires. L'ombre partielle, c'est un vrai sujet. On imagine bien. Et bien sûr, il y a la loi d'Ohm, U égale R fois I. Elle est rappelée aussi, très importante, mais elle s'applique aux composants simples, ohmiques, comme une résistance. Où la relation est linéaire, justement. Voilà, tension proportionnelle à l'intensité, avec R comme constante, bien différent de notre cellule, comme le montrent les mesures des documents. Et pour faire ces mesures, justement, les documents sont clairs là-dessus. Oui, et c'est essentiel. Pour mesurer l'intensité, les ampères, on met l'ampèremètre en série. Il faut que tout le courant passe dedans. D'accord. Et pour la tension, les volts, on branche le voltmètre en dérivation, en parallèle aux bornes du composant qu'on veut mesurer. Des bases, mais cruciales pour avoir des données fiables, comme celles des tableaux fournis. Absolument indispensable pour toute manip et pour comprendre ses caractéristiques. Bon, alors si on essaie de résumer ce qu'on tire de ces documents, la cellule photovoltaïque, c'est un capteur qui transforme la lumière en électricité. Oui. Mais sa performance n'est pas linéaire, elle est décrite par cette courbe UI particulière. C'est ça. Et pour utiliser cette électricité, eh bien, il faut maîtriser les lois des circuits série et parallèles, la loi d'Ohm pour les autres composants, et savoir bien mesurer U et I. C'est une excellente synthèse. Et ça ouvre une question, non? Puisque la production dépend tant de l'éclairage et de la charge. Oui. Comment on fait en pratique? Quand on a un grand panneau avec plein de cellules
et que certaines sont à l'ombre ou sales, comment le système global réagit? Comment optimiser ça malgré tout? Ah oui, bonne question pour aller plus loin. C'est là que la physique de base rencontre, disons, les défis de l'ingénierie. Ça demande de bien comprendre tous ces principes qu'on vient d'évoquer.